Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi, c'est Crypto Farmer et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'économie des jetons, notamment des protocoles de la DeFi, mais pas que. Donc, on va se concentrer sur les différentes règles des tokens, des crypto-monnaies. C'est parti. Donc, dans la vidéo, je vais souvent utiliser le terme tokenomique ou les tokenomics. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le terme utilisé pour parler de l'économie du jeton, de l'économie de la crypto-monnaie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ces règles, justement, qui vont dicter l'économie du jeton, elles sont définies avant le lancement du jeton, le plus souvent dans le white paper, ou sinon, si c'est un protocole DeFi, dans la documentation du protocole. Certaines crypto-monnaies, certains tokens, les règles vont être inchangeables, alors que d'autres protocoles, leurs tokens, les règles peuvent être modifiables. Donc ça va dépendre des protocoles, mais souvent les règles vont être modifiables s'il y a un vote de la gouvernance. Donc dans la vidéo du jour, on va parler de quelques critères qui sont pour moi les critères les plus essentiels quand on parle de jetons, quand on parle de crypto-monnaie. Donc ça va être la distribution initiale des jetons, la création ou la destruction monétaire. Voilà, savoir si c'est une crypto-monnaie inflationniste ou déflationniste. Et également, on l'oublie souvent, mais ça va être l'utilité du jeton. On va le voir plus tard dans la vidéo, mais pour qu'un jeton prenne en valeur, forcément, il faut qu'il soit utile. Alors, avant d'attaquer des cas concrets, je voulais quand même faire un petit disclaimer. Premièrement, ce n'est que l'économie du jeton. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pertinence du protocole n'est pas forcément en lien avec la pertinence des tokenomics et inversement. Un bon protocole peut avoir des mauvaises tokenomics et des mauvaises tokenomics peuvent avoir un bon protocole. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les tokenomics sont bonnes, ça ne veut pas forcément dire que le prix de la crypto-monnaie va augmenter dans le temps, puisqu'il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je vais dire, ce n'est que mon opinion personnelle. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de critères doivent être nuancés. Voilà, ce n'est pas binaire, il n'y a pas « oui, ça c'est bien ». Non, ça, ce n'est pas bien. Tout est dans une histoire de nuances. Également, pour illustrer mes propos, pour donner des exemples, je vais souvent isoler une partie de l'économie des jetons d'une crypto-monnaie en particulier. Mais c'est pas parce qu'une partie de l'économie de tel jeton est bonne que les tokenomics en général sont pertinentes. Donc maintenant, on peut s'attaquer au premier point qui va être la distribution initiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la distribution initiale des jetons nous donne déjà beaucoup d'informations et peut impacter le prix du jeton sur plusieurs années et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir différents types de distribution initiale. Premièrement, il va y avoir la distribution équitable, ce qu'on appelle aussi en anglais le fair launch, où au final, on va distribuer, donc donner, entre guillemets, gratuitement. Souvent, ça va être en échange d'un apport de liquidité sur le protocole. Mais du coup, quand même, on va donner, on ne va pas vendre des tokens et on va les donner à qui? Forcément aux personnes qui vont apporter de la liquidité au protocole. Donc, ça va être, premièrement, des utilisateurs du protocole et deuxièmement, ça va être aussi la communauté. Donc, ça va être des utilisateurs comme vous et moi. Donc, tout de suite, je vous donne un exemple pour que la vidéo soit un petit peu plus concrète. Là, on est dans la documentation de Alpaca Finance où vous voyez que là, on est dans justement les tokenomics, Alpaca Token. Vous voyez que 87% des jetons, donc sur 188 millions, il y en a 163 millions qui vont être donnés à la communauté. Donc, pour un protocole comme Alpaca, je pense que c'est vraiment un gros plus que ces jetons soient donnés à la communauté, puisqu'en fait, ils sont donnés aux utilisateurs du protocole pour, entre guillemets, les récompenser, pour les remercier d'utiliser le protocole. Alors ensuite, deuxième type de distribution initiale, ça pourrait être une distribution sous forme de vente publique avec plus ou moins de jetons pour l'équipe et les conseillers, les advisors. Alors pour l'histoire des plus ou moins de jetons pour l'équipe et pour les conseillers, c'est également vrai
pour une distribution équitable, puisque voilà, c'est très rare que 100% des jetons soient distribués de manière équitable. Souvent, il va y avoir entre 5 ou 10% pour l'équipe. Et ensuite, en dernier point, la libération des jetons dans le temps, donc le vesting. Ça va surtout être vrai pour les tokens qui ont fait des ventes privées et des ventes publiques. C'est vraiment une donnée très importante, puisqu'on va voir aussi dans les exemples que ça peut avoir un impact crucial sur le cours de la crypto-monnaie. Pour ce qui est de la distribution des tokens par vente privée ou vente publique, je pense qu'un exemple qui peut être représentatif, ça va être Hubble Protocol. Donc c'est un protocole, c'est un peu le ChiDAO de la blockchain Solana. Et ici, en fait, il y a les tokenomics. Donc par exemple, là où Alpaca, ils ont distribué 87% des jetons à la communauté, ici, en fait, il y a une IDO, donc ils ont vendu des jetons à la communauté et il n'y a que 4% de la supply maximum qui a été vendue au public. Le reste, ça a été vendu en seed, en private, en stratégique. Donc tout ça, en fait, ça va être des investisseurs privés, des venture capital, des fonds d'investissement qui ont eu accès à cette vente de tokens, mais c'est pas la communauté, c'est pas le retail, ce n'est pas vous et moi. Par rapport au vesting, alors la plupart du temps, ça va être soit dans les documentations, soit s'ils ont une ICO, ça va être dans les informations de l'ICO, mais justement ce vesting, cette libération de jetons, souvent elle se caractérise avec des graphiques comme ça, où vous voyez que au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de jetons relâchés en circulation. Donc forcément, ça inclut une grosse inflation, vraiment une dilution. C'est-à-dire qu'au lancement, par exemple, ici, on devait être entre 6 et 7 millions de tokens. Et là, si on va au mois 12, donc au bout d'un an, vous voyez qu'il y a 45 millions de jetons. Donc quasiment x 10. Il y a quasiment 10 fois plus de jetons en circulation un an après l'ICO. Et vous vous imaginez bien que les personnes qui ont acheté des jetons en pré-seed, en seed ou en private, donc souvent ça va être des fonds d'investissement et le prix de vente des jetons est souvent moins élevé quand c'est en seed ou en private sale. Forcément, ces personnes, ces fonds d'investissement vont plutôt avoir tendance à vouloir prendre des profits, donc à vendre des tokens. C'est pour ça que sur un projet comme ça, sur la première année, on peut s'attendre à vraiment une pression baissière sur le prix du jeton. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de jetons en circulation. Alors, si on revient sur la slide par rapport aux conséquences, donc on a déjà un petit peu vu les conséquences par rapport à la libération des jetons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le point important, c'est que ces différentes règles vont influer sur la répartition des jetons entre les utilisateurs. Là où il y a une distribution équitable, on va distribuer des jetons à beaucoup plus de personnes et en général en plus petite quantité, puisque forcément, vous et moi, le retail, on peut y avoir accès, alors que quand la distribution est faite sous forme de vente publique et privée, forcément, on va concentrer beaucoup de jetons dans des mains de fonds d'investissement qui, du coup, ont une emprise sur le prix. Voilà, ils ont beaucoup de jetons. S'ils décident de vendre, ils peuvent, entre guillemets, faire cracher le prix. Donc, une pression baissière plus importante, ça, on vient juste d'en parler. Et faites attention aussi, s'il y a comme ça des ventes privées, ça va faire des paliers de déblocage et ça peut avoir une action très néfaste sur le prix. Laissez-moi vous donner un exemple. Donc là, nous ne sommes plus sur un protocole DeFi, nous sommes sur un protocole Play to Earn Axie Infinity. Et par exemple, le 4 novembre, il y a eu un déblocage de 10 millions de jetons qui, à l'époque, valait plus de 1 milliard de dollars. Et voilà, ce déblocage de jetons, donc pour les investisseurs privés, a littéralement dessiné le top. Donc c'est littéralement au moment du déblocage des jetons que le prix a commencé à redescendre et il a diminué de beaucoup de pourcents. Donc c'est pour ça, si vous investissez sur des crypto-monnaies où il va y avoir des déblocages de jetons massifs dans le futur, faites très attention parce que forcément, des personnes qui vont récupérer des millions de tokens, surtout si le prix est passé de quelques dollars à 160 $, il y a de grandes chances que ces personnes aient envie de prendre des profits et ainsi, ça va faire cracher le cours de la crypto-monnaie. Donc ça, c'était pour la distribution initiale des jetons. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur la politique monétaire. On va essayer de voir justement quelles vont être les différentes évolutions de la quantité de jetons en circulation des différentes crypto-monnaies. Donc ça pourrait être une augmentation, donc une inflation. Ça pourrait être également une diminution,
déflation. Et vous allez voir qu'il y a aussi des crypto-monnaies qui ont un nombre fixe de jetons en circulation. On pourrait commencer directement avec des exemples. Là, je suis sur PancakeSwap. Voilà, l'économie du jeton PancakeSwap, c'est qu'il y a une inflation perpétuelle. C'est-à-dire que tous les jours, il y a de plus en plus de jetons Cake en circulation. À quelle hauteur il y a de plus en plus de jetons Cake? Voilà, vous ouvrez les tokenomics et vous pouvez voir que, par exemple, tous les jours, il y a 364 000 cakes, de nouveaux cakes produits et donc en circulation. Ce même protocole qui est du coup inflationniste va avoir des mécanismes déflationnistes. Donc voilà, par exemple, une partie des frais de trading de PancakeSwap va permettre de racheter des jetons Cake pour les brûler. Les brûler, si vous ne savez pas, en fait, c'est les envoyer sur une adresse sur la blockchain où c'est irrécupérable. C'est-à-dire que voilà, ils sont sortis de la circulation et on appelle ça plus communément brûler. Voilà, par exemple, il y a une loterie sur PancakeSwap et 20% de cette loterie va servir à brûler des jetons. Et pareil, en fait, tous les produits, il va y avoir un petit frais qui va permettre de brûler les jetons. Toutes ces informations, par exemple, combien de jetons sont produits, combien de jetons sont brûlés, tout ça, ça va être disponible relativement facilement. Donc, soit dans la documentation, soit par exemple PancakeSwap, ils vont le dire de manière hebdomadaire sur Twitter. Et si jamais vous avez du mal à trouver ces informations, le plus souvent, vous allez sur Discord, vous posez la question, soit quelqu'un de la communauté, soit un développeur vous répondra. Et là, par exemple, je n'ai pas répondu à la question sur la politique monétaire du jeton de PancakeSwap, le Cake, puisqu'en fait, il y a un mécanisme inflationniste et un mécanisme déflationniste. Et ce qu'il faudrait faire, et c'est ce que j'ai fait dans une vidéo sur ma chaîne YouTube que je mettrai en description, c'est de calculer justement les mécanismes inflationnistes, de calculer les mécanismes déflationnistes, et ensuite, on va les mettre en relation, on va soustraire la déflation par rapport à l'inflation pour voir au final si le jeton, il va y avoir de plus en plus de jetons en circulation ou de moins en moins. Donc voilà, si vous voulez l'analyse par rapport au token Cake et au token MEX de Maillard, je l'ai faite sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est une longue vidéo, 25-30 minutes. Mais voilà, c'est très intéressant, surtout si vous êtes investi ou si vous comptez investir sur ces jetons. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, de jetons avec une quantité en circulation fixe, on pourrait regarder par exemple le jeton Bifi. C'est un protocole que j'affectionne tout particulièrement. Je vous ai fait une review sur la chaîne du Journal du Coin. Et voilà, par exemple, Bifi, ils ne se prennent pas la tête avec des mécanismes inflationnistes, des mécanismes déflationnistes. Eux, il y a 80 000 jetons et il y aura toujours 80 000 jetons. Vous pouvez voir que la majorité de ces jetons, 72 000, ont été distribués à la communauté donc de manière équitable. Donc c'était un jeton entre guillemets à farmer et il y avait 8000 de ces jetons qui sont pour la team, donc pour l'équipe. Mais l'information importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a 80 000 jetons. Si on revient l'année prochaine, il y aura toujours 80 000 jetons. Et le dernier point sur l'économie des jetons, les tokenomics, au final, je pense que ça va être le point le plus important, ça va être l'utilité des jetons. Est-ce que cette crypto-monnaie est utile? Est-ce que j'en ai besoin pour faire quelque chose dans la DeFi? Est-ce qu'elle me rapporte par exemple des revenus, des entre guillemets dividendes? Ou est-ce que c'est une crypto-monnaie où il y a par exemple que du marketing, une crypto-monnaie entre guillemets qui ne sert à rien? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette slide. Alors, quelques exemples d'utilité d'un jeton. Premièrement, surtout pour la DeFi, l'exemple ultime d'utilité d'un jeton, ça va être avoir un rendement en stackant cette crypto-monnaie. Alors, attention, certes, c'est une utilité, mais le plus important, ça va être de comprendre d'où vient ce rendement. Ça va vraiment être la question clé à se poser, puisque souvent, si on ne sait pas d'où vient ce rendement, ça veut dire que nous sommes le rendement de quelqu'un d'autre. Je m'explique avec un exemple concret. La plupart des rendements dans la DeFi, surtout sur les plus petits protocoles, ce qu'on pourrait appeler un peu plus les shitcoins, le rendement va venir de l'inflation. C'est-à-dire qu'ils vont créer des nouveaux tokens, vous les distribuez et comme ça, voilà, vous allez être content, vous avez 30, 40, 50% APY, vous pensez que vous faites une bonne affaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être l'inflation de ce jeton est peut-être de 100
ou 200% par an. Et du coup, en fait, vous collectez qu'une fraction de l'inflation. Et de cette manière, si vous collectez seulement une fraction de l'inflation, c'est-à-dire que par rapport à la quantité globale de jetons, en fait, vous êtes dilué par rapport aux autres. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inflation très forte, par exemple à 3 chiffres, qui va faire une grosse pression baissière sur le jeton. Et malgré que vous collectiez une partie de l'inflation, comme vous ne collectez pas l'intégralité de l'inflation, une partie du rendement va être distribuée à d'autres utilisateurs. Et de cette manière, voilà, si votre rendement provient de l'inflation du token, faites très attention. Alors, par contre, il y a d'autres protocoles, d'autres tokens, où vous allez avoir un rendement qui va provenir des revenus générés par le protocole. En fait, de la même manière qu'une entreprise fait du bénéfice et redistribue du bénéfice sous forme de dividendes aux personnes qui ont des actions, il va y avoir des protocoles qui vont générer du bénéfice et qui vont redistribuer ce bénéfice sous forme de staking aux personnes qui possèdent le jeton de gouvernance. Pour vous donner quelques exemples, parce qu'il faudrait quand même faire des analyses un petit peu plus poussées, mais je vais quand même vous donner quelques exemples pour vous guider dans vos recherches. Vous pouvez regarder par exemple du côté du jeton Alpaca, du côté du jeton Bifi. Sur par exemple la blockchain Terra, vous pouvez regarder le jeton Spec de Spectrum, où au final vous allez avoir du rendement sur vos jetons, mais c'est pas du rendement qui provient de l'inflation, ça va être du rendement qui va provenir des revenus du protocole. Alors ça va être l'utilité entre guillemets pour collecter du rendement de manière directe. Mais sachez qu'il est aussi possible de faire un mécanisme de buyback and burn pour faire une distribution en fait indirecte des revenus du protocole. Donc plutôt que de distribuer l'argent directement aux personnes qui vont stacker la crypto-monnaie, on va se servir des bénéfices du protocole pour racheter des tokens. Donc forcément augmenter le prix du jeton et les tokens qu'on a rachetés, donc le buyback, on va les burn, donc on va les envoyer sur une adresse où il sera impossible de les récupérer, donc ils ne sont plus en circulation. Donc forcément, ce mécanisme de buyback and burn, ça va être un mécanisme de distribution des revenus, mais de manière indirecte via, entre guillemets, le pump du token, puisque les revenus du protocole vont servir à racheter du token et les brûler. Donc là, on a parlé surtout de l'utilité, on va dire, économique, redistribution des revenus du protocole, mais il peut y avoir aussi le côté utilitaire, donc une utilité réelle du jeton. Quelques exemples, ça peut être par exemple une réduction de frais sur la plateforme ou par exemple des permissions. Voilà, par exemple, il faut tant de tokens sur cette plateforme pour faire ça. Donc le fait que certains jetons aient une utilité de cette manière, ça va donner de la valeur aux jetons parce que ça va créer de la demande. Un exemple de cette utilité réelle du jeton, ça va être le protocole Alpaca. Voilà, moi c'est un protocole, vous allez souvent m'en entendre parler parce que c'est un protocole que j'adore. Mais en fait, ils ont un produit, ça va être des coffres à haut rendement avec un levier x8. Donc en fait, voilà, sans parler en fait du produit, ça va être un produit très intéressant où beaucoup de personnes ont envie de rentrer dessus. Mais voilà, pour des raisons techniques, il va y avoir une limitation. On ne peut pas faire rentrer tout le monde. Et du coup, ils ont décidé de pouvoir laisser rentrer dans ces coffres, qui sont d'ailleurs des coffres très rentables, uniquement les personnes qui ont du Alpaca. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si des personnes ont envie de placer des stablecoins ou des crypto-monnaies dans ces vaults qui sont très rentables, ils vont être obligés d'investir également dans le Alpaca. Donc s'ils sont obligés d'acheter du Alpaca, ça va créer une pression haussière sur le jeton. Et ça, c'est un exemple typique d'une utilité réelle du jeton. Et forcément, à mon avis, un jeton qui a comme ça une utilité réelle a tendance à plutôt augmenter puisque ça va augmenter la demande. Donc les conséquences justement des différentes utilités, la redistribution directe ou indirecte des revenus du protocole, forcément ça va donner une valeur au token. De la même manière qu'une entreprise est valorisée parce qu'elle fait des bénéfices et qu'elle redistribue une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes. Et comme on l'a vu pour le jeton Alpaca, si le jeton est nécessaire pour faire quelque chose, alors la demande sera supérieure par rapport à un jeton qui n'a pas cette utilité. Alors pour faire une conclusion très rapide, l'analyse des tokenomics doit être un outil dans votre trousse à outils afin de décider ou non d'investir sur une crypto-monnaie, mais sachez que ce n'est pas l'outil ultime, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres parce que, comme je vous l'ai dit précédemment,
des bonnes tokenomics, ça ne veut pas forcément dire que le prix du token va augmenter dans le futur. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Journal du Coin et à laisser un pouce bleu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Farmer. Ciao!